ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel. Lorsque les Elohim sont venus à franchir les distances énormes entre les diverses planètes qu'ils ont visitées et qu'ils sont sortis de leur système solaire, ils démontraient ainsi aux autres civilisations qui les regardaient progresser, dont leur propre créateur, qu'ils avaient réglé l'essentiel de leur organisation planétaire pour en faire un monde de paix et d'harmonie interraciale. La vie est créée à chaque instant qui passe dans l'univers infini du temps et de l'espace. Il existe une infinité de formes de vie qui créent la vie à leur image et à leur ressemblance. Le créé, s'il réussit son parcours initiatique, que l'on pourrait appeler progression ou autodestruction, sort de son système solaire et va explorer l'univers et y créer la vie à son tour. C'est une des missions naturelles dont il a hérité génétiquement de ses créateurs. Pour atteindre ce haut niveau d'esprit, il a dû quitter les démons qui pouvaient l'animer au cours de son parcours, comme l'égoïsme, la violence, la cupidité, le mensonge, l'esprit de domination et de colonisation, la méchanceté, la convoitise, l'orgueil, la lâcheté. Ces démons conduisent inévitablement à la destruction du monde qui les pratique et les adopte pour atteindre ses buts. L'amour, la compassion, la bienveillance, la générosité, la paix, l'harmonie, le génie créatif humanitariste, l'humilité, sont les seuls moteurs pour atteindre ce haut niveau d'esprit qui mène à la progression. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas passé avec succès ce cap de l'entrée des civilisations inter- et extragalactiques de l'univers. Dans l'univers infini qui nous compose et nous entoure, toute humanité en devenir a été créée scientifiquement par une humanité galactique confirmée. Elle devra progresser par elle-même, sans aucune aide directe de ses créateurs. Cette épreuve va la conduire selon ses actes au niveau d'humanité galactique confirmée ou disparaître à tout jamais. Du paradis terrestre originel qui lui est confié, les humains qui y évoluent vont devoir comprendre par eux-mêmes qui ils sont, leur origine, leur situation sur la planète et dans l'univers. Ils devront aussi veiller à vivre en harmonie entre souches différentes qui, inévitablement, auront été judicieusement et prévisiblement créées en vue de la mission future d'explorateurs-créateurs qui leur est assignée dans leur gène. Ils vont rencontrer tellement d'humanités diverses, tant physiques que comportementales, qu'il ne peut plus y avoir de racisme en esprit et en acte. De ce fait, ils chercheront les diverses possibilités de visiter cet univers pour étendre leur espace et y réaliser le pourquoi de leur existence. Le créé deviendra à son tour un créateur de la vie quelque part dans son quartier d'univers. Car la vie fait partie de tout ce qu'est l'infini et l'humain est responsable de cette fonction de créateur, de gestionnaire et de l'équilibre de l'harmonie là où il réside.
Notre humanité n'échappe pas à cette raison d'être. Nous avons été créés scientifiquement, nous aussi, par des scientifiques d'une autre planète, des artistes, des explorateurs de toutes les disciplines nécessaires à l'installation et à l'implantation de la vie sur une planète vierge de tout organisme vivant. Il y a plusieurs milliers d'années, après avoir découvert la Terre et en avoir fait toutes les analyses et opéré tout le terraforming permettant la viabilité de leur mission d'exploration et d'exploitation des ressources de cette planète que nous appelons la Terre, ceux qui sont venus du ciel ont installé des sites scientifiques pour entreprendre les projets divers que leur gouvernement leur avait confiés. Sur cet immense et unique continent qui sera appelé la Pangée, qu'ils avaient sorti de l'océan recouvrant la planète, les laboratoires de création de la vie avaient, eux, pour mission de poursuivre des travaux de création de la vie qui avaient été interrompus sur leur monde par crainte d'accidents biologiques au sein de leur population. Créer un jardin planétaire gigantesque était pour ces scientifiques et les artistes qui les accompagnaient un projet fabuleux qui pouvait se réaliser ici, loin de tout danger pour leur humanité. 3 essais au préalable sur 3 planètes voisines n'ont pas pu aboutir du fait de conditions géologiques inappropriées. La première était trop proche de la planète des Elohim. Trop proche du Soleil pour la 2e planète. Trop humide pour la 3e, la végétation s'étouffant sur elle-même. Cette 4e mission sur cette nouvelle planète plus lointaine était pour ses créateurs une opportunité fantastique. Les conditions étaient parfaites pour cela. Une particularité est à prendre en considération pour le facteur temps qui va suivre. Maîtrisant scientifiquement l'éternité par le clonage, eh bien le temps va prendre une autre dimension pour ces explorateurs envoyés ici et là dans l'univers. Le temps ne leur est plus compté. Ils s'attachèrent donc à mettre en œuvre avec enthousiasme une telle aventure. Forme primaire de vie, puis végétation, insectes pollinisateurs ou nettoyeurs, poissons, oiseaux, mammifères, tout cela aussi varié que possible, autosuffisant, autoreproductible, dans un parfait équilibre écologique. Ce sont les œuvres d'art scientifiques que ces architectes de la vie ont fait sortir de ces immenses laboratoires. Après plusieurs millénaires et que tout cela fut réalisé, et alors que cet extraordinaire jardin donnait tous les fruits attendus, certains créateurs audacieux, intrépides, imaginèrent la création d'êtres humains, ce qui leur fut absolument interdit. Ce n'était pas pensable. Cependant, il est difficile d'arrêter une idée chez les gens passionnés et compétents. Dans le plus grand secret, 7 groupes de ces 7 laboratoires issus des 7 provinces de la civilisation des Elohim entreprirent l'expérience. Après bien des essais, le premier être humain sortit d'un des laboratoires. Parfait, à la ressemblance et à l'image de ses créateurs, cet enfant artificiel fut le premier de la lignée de 7 souches humaines correspondant aux 7 équipes qui avaient travaillé sur ce projet secret. Lorsque le gouvernement de ceux qui sont venus du ciel, les Elohim, apprit cette transgression, il fut demandé d'interrompre immédiatement cette expérience. Les créateurs plaidèrent leur cause et obtinrent que l'expérience soit limitée à une étude scientifique. Ces créatures seront donc considérées comme des chimères expérimentales sans plus. Heureux de cette décision, l'expérience prit un grand essor et les nouvelles créatures prirent une grande place dans l'esprit et le cœur de leur père scientifique. L'expérience va obliger avec le temps de constater que ces créatures issues des laboratoires savent penser, créer, produire des idées et des choses, vivre heureuses et donner de l'amour. Ce sont des humains à part entière. Une décision sera prise, l'expérience permettra de vérifier la réalité humaine de ces êtres. Une condition, les écarter de la science et les laisser se développer par eux-mêmes dans ce paradis terrestre créé par les Elohim.
Elohim est le nom que les créatures vont donner à leur créateur, mot qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Les Elohim vont aussi par leur puissance extraordinaire pour ces êtres primitifs naissants, être pris pour des dieux. Le temps passant, les créatures vont s'organiser en groupes territoriaux divers, et là vont commencer les problèmes qui les disqualifiera du rang d'humain. Des conflits en effet vont apparaître entre groupes, et même des guerres. Des trahisons envers les Elohim vont être constatées, telles le vol et la transformation de techniques et de technologies pacifiques en technologies guerrières pour prendre le pouvoir sur leurs frères humains. Il est dit dans les Écritures que Caïn tua Abel. Le gouvernement des Elohim décide que cette expérience est terminée. L'être fabriqué en laboratoire, du fait de ses comportements belliqueux, ne peut vivre dans cet univers. Malgré l'imploration des créateurs de poursuivre l'expérience, persuadé que l'humain en apprentissage à la vie sociale est apte à vivre, il sera décidé de détruire toute cette création de vie sur la Terre et ses chimères, qui ne sont que le fruit d'une expérience scientifique échouée. Les missions implantées sur la planète retournent sur leur monde, et tout est rasé. La vie disparaît sur cette planète. Ce que les autorités ne savent pas, c'est que les rebelles à cette décision ont eu le temps de sauvegarder toutes les souches de vie par les moyens scientifiques dont ils disposaient. Un vaisseau spatial mis en secret sur orbite va préserver tous les codes génétiques créés avant la destruction. Après un temps permettant le retour sécurisé sur la planète qui a pris une autre structure continentale. En effet, le continent unique ayant éclaté en plusieurs continents sous les explosions destructrices, les créateurs rebelles de l'humanité vont réimplanter, à l'insu de leur peuple, la vie sur toute la Terre et replacer l'humain dans les divers nouveaux continents. Un événement va arriver sur la planète des Elohim. Un vaisseau spatial inconnu va se poser sur le monde avec un message bouleversant pour eux. Le contenu de ce message va révéler qu'ils sont le résultat d'une création scientifique réalisée par une civilisation extraterrestre ayant réussi son entrée dans le cercle des civilisations extragalactiques en mesure de tenir son rôle, c'est-à-dire de créer la vie avant de disparaître. Le gouvernement des Elohim comprend que la création qu'ils ont détruite était la suite naturelle de leur propre existence. Ils apprennent alors par les rebelles que la vie sur Terre a été sauvegardée et est en phase de réimplantation. Il est décidé de reconduire l'implantation de la vie sur la Terre. Ils ont compris aussi, dans le message reçu par leur père, que toute humanité naissante doit faire son parcours par elle-même. C'est dans cet état d'esprit que l'humanité va renaître. L'être humain va prendre son destin entre ses mains et progresser par lui-même jusqu'à ce qu'il soit en mesure de comprendre son origine et devenir apte à prendre le relais qui lui sera induit dans ses gènes s'il passe avec succès le cap progression ou autodestruction. Il ne sera pas délaissé pour autant par ses pairs, car ceux-ci vont lui déléguer des guides, des messagers qu'on appellera prophètes, avec des messages adaptés à chaque époque pour avancer vers l'apocalypse, c'est-à-dire vers le temps de la révélation. Passer le cap progression, destruction, c'est le cap que doit franchir maintenant l'humanité terrestre. Elle est arrivée à son tour, comme l'ont rencontré nos pères, les Elohim, au moment où la société entre dans ce nouveau cycle, devenir une civilisation qui doit poser des moyens de réussir cet examen de passage. L'humanité est entrée depuis 1945 dans l'ère de l'Apocalypse, ère où, grâce à la science,
L'humanité peut comprendre que ce qu'elle envisage de faire scientifiquement dans l'espace est ce que ses pairs ont vécu à cette même étape. Ils ont choisi la progression plutôt que l'autodestruction. Pour nous, c'est maintenant qu'il faut choisir. Qu'il y a très longtemps, les comportements belliqueux de nos ancêtres entre peuples leur ont valu une fin chaotique, aujourd'hui, nous sommes assurés que personne ne nous tirera les oreilles si nous adoptons ces comportements guerriers que nous continuons de produire. En effet, ce sera nous-mêmes qui irons à l'autodestruction sans intervention de qui que ce soit. Nous allons droit vers ce chaos, malheureusement. Nous bénéficions encore de 0,5% de chances de survie. C'est peu, mais on peut encore renverser la vapeur. Nous possédons tous les atouts pour créer un monde de bien-être. Tout est à portée de main. Les Elohim nous font savoir par la parole de leur dernier envoyé, Raël, que nous sommes scientifiquement presque prêts à entrer dans le monde des civilisations extraterrestres. Cependant, il nous manque un ingrédient indispensable, c'est l'amour. Nous venons de recevoir dans les messages que les Elohim ont remis à Raël le 13 décembre 1973 et le 7 octobre 1975 leur héritage philosophique qui peut nous aider à franchir avec succès cette étape décisive pour notre avenir. Nous avons été créés scientifiquement par des humains d'une autre planète. Nous devons urgemment générer la paix entre tous les peuples avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons développer le progrès scientifique, sociétal, politique. En parallèle, nous devons instaurer un concept de partage planétaire des ressources, de la connaissance et de la production planétaire afin que nul ne manque de quoi que ce soit. La politique peut être confiée à des collèges de guidance composés d'êtres possédant une haute intelligence, un génie créatif et une vision humanitariste. Les diplômes ne sont pas la garantie du bonheur planétaire. Veillez à ce que le bien-être et l'harmonie donnent à chacun sur toute la planète la possibilité de construire son propre bonheur. L'être humain est né pour penser, créer, s'épanouir, aimer, aider et être un avec l'infini qui le compose et qui l'entoure. Lorsque la perception de la mise en œuvre de ces objectifs sera possible, nous pourrons inviter nos pairs et nous retrouver officiellement dans une ambassade édifiée à cet effet et recevoir l'héritage scientifique qu'ils jugeront utile et compréhensible par nos esprits à ce moment-là. Qu'attendons-nous ? Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Bonsoir, je suis Aurélie. Je suis le robot qui vous accueille au nom de toute l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Nous allons nous retrouver ensemble si vous le voulez bien tous les 2e, 3e et 4e samedis de chaque mois. Tout là-haut dans le ciel, c'est une équipe de Raéliens qui anime cette émission télé et qui prépare l'humanité à accueillir ceux qui ont créé scientifiquement la vie en laboratoire il y a de cela plusieurs milliers d'années. Nos ancêtres les ont appelés Elohim, c'est-à-dire ceux
qui sont venus du ciel, ceux qui ont été pris pour des dieux ou pour Dieu. Le thème de l'émission ce mois-ci est l'héritage des Elohim, un modèle société qui parle d'amour, de progrès, de partage, de guidance humanitariste et de bonheur. Le sujet sera abordé en 3 épisodes. Ce soir le 11 mars, une refonte de l'héritage nécessaire. Le 18 mars, le partage équitable du patrimoine planétaire. Le 25 mars, la redistribution pour le bien-être de chacun sur la Terre. Les Elohim, ces extraterrestres qui ont créé scientifiquement la vie sur la Terre dont l'être humain qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance ont appris au cours de leur longue expérience de vie, que l'amour, l'intelligence et la perception spirituelle de l'infini du temps et de l'espace étaient les ingrédients principaux pour développer en soi et collectivement les atouts permettant de générer le bonheur. C'est ainsi qu'ils en ont fait la base de leur société, comme l'ont fait toutes les civilisations galactiques et extragalactiques dans l'univers infini. Ils nous donnent ici par le verbe de leur envoyer quelques clés qu'ils ont eux aussi dû mettre en place il y a très longtemps pour permettre à leur humanité de passer l'un des caps importants que chaque humanité doit croiser à un moment de son parcours initiatique. Lorsque le haut niveau d'humanité est atteint, l'être humain et son humanité deviennent à leur tour des créateurs de la vie, et des électrons d'amour qui circulent dans l'infiniment grand, que nous composons et qui nous compose. C'est le message et l'invitation qu'ils n'ont cessé de donner à tous leurs prophètes avec le langage adapté à leur époque, message que l'humanité peut comprendre aujourd'hui grâce à la science. Vous sentez-vous prêt à entendre cette invitation de nos pères transmise par leur dernier prophète Raël dont la mission principale est de construire une ambassade pour les accueillir? Vous sentez-vous prêt à entrer dans ce cercle des civilisations pacifiques pour participer à cette mission dévolue à la grande et éternelle humanité de l'univers infini? Le thème de la soirée sera l'héritage des Elohim. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une belle journée qui se prépare, puis avec une belle émission que nous allons animée, organisée avec toute l'équipe. Nous avons des invités prestigieux, mais pour vous les présenter, je vais passer la parole à Marilyn. Cette émission va être abordée avec un thème très particulier. Ça va nous concerner tous les humains, sans exception. Je dis bien sans exception. C'est construire l'avenir de notre humanité. Je laisse Marilyn nous ouvrir les portes donc de ces étoiles. À toi, Marilyn. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis contente, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission Tout là-haut dans le ciel. Je suis Marilyn Canin, guide raélienne, membre du mouvement raélien international. À mes côtés, Jean-Pierre Saunier, que vous venez de voir, guide raélien et membre du mouvement raélien international, et Evelyne, animatrice au sein du mouvement raélien européen. Nous avons œuvré avec toute une équipe, Eliane, Evangelos, Alcy, Manu et Steve. Donc, comme l'a annoncé notre robot Aurélie, nous allons aborder le thème du mois de mars, l'héritage transmis par les Elohim. Aujourd'hui, nous enregistrons donc ensemble l'émission Tout là-haut dans le ciel avec des invités prestigieux. L'émission sera ensuite rediffusée en 3 épisodes qui seront diffusés les 2e, 3e et 4e samedi du mois de mars à 20h. Alors, pour le premier épisode, nous allons aborder au regard du message des Elohim, la notion d'héritage, donc l'héritage successoral héréditaire, ainsi que l'héritage sociétal qui est le moteur de l'humanité. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jarel, guide évêque raélien, et Kamanda, guide raélien. Bonjour Jarel. Bonjour Marilyn. Nous avons eu le plaisir de t'accueillir dans plusieurs émissions. Tu nous avais parlé notamment de ce nouveau modèle de société proposé par les Elohim, le paradisme. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en 2 minutes? Bien, je m'appelle Jarel. En ce moment, je vis en Australie depuis plus de 30 ans. Et je suis guide raélien. Et je suis un représentant officiel du paradisme. Le paradisme, c'est cette nouvelle société que les Elohim nous ont proposé de suivre ou d'adopter. C'est un système de société qui va faire de notre terre un véritable paradis où personne n'aura besoin de travailler pour vivre et on ne fera que ce que l'on aura envie de faire. Il n'y aura pas d'argent, pas de travail. Donc c'est
c'est cette mission que je me suis proposé, où je suis volontaire pour diffuser ces idées du paradisme qui nous ont été transmises par les Élohim dans leur message. Merci, Et Jarel. Pardon. je suis aussi ingénieur de formation. Merci, Jarel. Donc, avec nous ce soir aussi, Kamonda. Bienvenue dans notre émission. Toi aussi, tu as été l'un de nos invités à plusieurs reprises. Tu nous as parlé des bienfaits de la robotique et dernièrement des bienfaits d'une régionalisation à l'échelle planétaire. Alors, peux-tu te présenter aussi en 2 minutes? Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Hein. C'est encore un plaisir pour moi de participer à cette émission et que je crois que dans les années à venir, ce sera une des émissions les plus écoutées, hein, vu le sujet que nous abordons qui est un sujet vraiment d'actualité. Donc, je suis Kamonda, je vis en Kama, précisément en Côte d'Ivoire, dans les montagnes, dans la région de Mans. Je suis guide raélien en Côte d'Ivoire. Je suis aussi l'assistant du guide national de Côte d'Ivoire. Et je suis aussi un grand diffuseur du projet de constitution proposé par Jean-Paul Saulnier, qui pour moi est une des bases de tout projet politique des mouvements paradis qui pourront se créer au fil des années. Et c'est ça. Donc, ingénieur de formation, je suis dans le domaine des hautes tensions, énergie électrique en Côte d'Ivoire. Merci, Kamanda. Donc, les Elohim nous apportent déjà un héritage qui est philosophique dans le message qu'ils nous donnent. Ils nous informent qu'ils nous donneront leur héritage scientifique si nous réussissons à franchir des étapes cruciales pour notre avenir et notamment la paix. Pour l'instant, ils nous donnent quelques pistes sur l'homme et son développement, des conseils au niveau de la naissance, de l'éducation, des conseils au niveau de la société aussi, et comment utiliser déjà ce que nous avons pour assurer un mieux-être, un mieux vivre dans l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très très délicat, voire difficile, la notion d'héritage. Pour parler d'héritage, ben ça sous-entend quoi l'héritage? Il y a deux types d'héritage. Il y a l'héritage, on va dire patrimonial, celui que nos parents nous lèguent, celui qui est bien souvent générateur de tensions, de conflits dans les familles. C'est assez amusant. Non, c'est pas vrai, c'est pas amusant. Et puis il y a un autre héritage, c'est celui que la société nous apporte, hein, qui de génération en génération, nous recevons en fait toute une histoire que nous portons avec plus ou moins d'enthousiasme, parfois même de fanatisme, on va le voir, c'est ce qui arrive parfois et qui peut être dangereux. Mais il y a aussi un héritage qui est fantastique, c'est celui que les Elohim nous apportent dans le message qu'ils ont donné le 13 décembre 1973 au mois d'octobre 75. Là, il y a un héritage qui est fabuleux, c'est toute leur expérience en fait qu'ils nous offrent, expérience philosophique. Ils nous donneront plus tard peut-être, si on arrive à passer, à franchir quelques étapes, ils arriveront à nous donner peut-être un héritage scientifique, mais on n'est pas prêt à recevoir encore tout ce qu'ils connaissent. Déjà, si on est en mesure de mettre en place cet héritage philosophique et sociétal, ça sera fantastique. On aura passé des étapes extraordinaires, on sera heureux. Alors, Jarel, pour commencer, peux-tu nous donner un aperçu, un historique du patrimoine de l'héritage en France ou dans le monde? Oui, eh bien, l'héritage, il est apparu avec la propriété. L'humanité a vécu bien longtemps sans propriété, du temps où on était nomade, on était chasseurs-cueilleurs, on se partageait la terre, il n'y avait pas d'enclos, et on était nomade, donc quand on trouvait plus de nourriture, eh bien on se déplaçait un petit peu, on évoluait sur un territoire. Et on a vécu des milliers d'années comme ça, et il y a encore des peuplades dans le monde qui vivent comme ça, sans propriété. C'est un concept qui est venu avec le développement de l'agriculture, quand les tribus nomades se sont agrandies, et puis ça devenait beaucoup plus compliqué de trouver la chasse, on épuisait les ressources locales, donc il a fallu travailler la terre et s'installer dans des villes, des petits villages. Et puis faire un enclos parce que il fallait travailler la terre, donc on s'appropriait la terre.
Et puis, c'est comme ça que l'héritage est arrivé, parce que la terre, on la transmettait. Non seulement on transmettait la terre, mais on transmettait aussi le savoir. Le savoir à ses enfants. C'était le père apprenait à ses enfants à, à cultiver la terre, mais aussi des métiers on s'est spécialisé. Des métiers, différents métiers sont arrivés, les, euh, l'artisanat. Et donc, on, on a formé avec des sortes de groupes, de classes. Il y a des classes qui se sont installées naturellement parce qu'on transmettait le savoir du métier, on transmettait les outils, les moyens de production, la propriété, la maison. Et voilà, c'est comme ça que l'héritage est arrivé, le patrimoine. Alors, le patrimoine a subi beaucoup de changements. Et il y a un économiste récemment, un économiste français, Thomas Piketty, oui, qui a fait une très belle étude sur l'évolution du patrimoine et de l'héritage au long des années et surtout en France. Et j'aimerais partager ça avec vous. Je vais faire je vais en faire un petit résumé. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, le capital, est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. Alors ici, c'est la courbe, vous voyez la courbe du capital par rapport au revenu national. Le revenu national se divise en deux, les revenus des rentes, les revenus du capital et le revenu du travail. Et le capital, c'est les logements, c'est les propriétés, c'est les actions, c'est les moyens de production. C'est tout ce tout ce qui regroupe ce qu'on entend par capital, le patrimoine aussi. C'est un autre mot pour le capital. Alors, ce qui est intéressant là sur cette courbe, c'est que depuis 1870 jusqu'à 1910, c'était ce qu'on appelait la Belle Époque. Vous vous souvenez de ces films où on voit c'est un peu le temps où il y a cette extravagante lifestyle, style de vie d'une petite classe qui possède tout. Et c'est 700%, ça représente le capital de ceux qui possèdent, c'est 7 fois le revenu national. Donc ça commence, vous voyez, au début de 1870 à 1910, la belle époque. Le capital représentait 7 fois le revenu national. Et puis, la guerre est arrivée, 1914, c'était la destruction du capital, il y a aussi eu en 1929 les faillites, il y a eu ensuite en 1945 la Seconde Guerre mondiale, ça a été des chocs énormes et ça a changé, vous voyez, cet effondrement du capital par rapport au revenu national jusque dans les années 1950. Et cette courbe en U, là, à partir de 1970, le capital se remet à remonter vers des niveaux comparables. On y arrive, comparables à la belle époque où il y avait tellement d'inégalités sociales, de richesses. Et on est aux alentours maintenant de soit 600% en France, hein, c'est-à-dire 6 fois, le capital représente 6 fois le revenu national. Et vous voyez que c'est vrai que pour les autres pays d'Europe et un peu pour les pays riches dans le monde. Alors, le capital a changé de nature. Au début, c'était surtout la propriété, les propriétés agricoles. Et puis, vous voyez, la part de logement s'est accentuée. Et puis, les autres sources de capital, comme les actions, la finance. Voilà. Donc, il y a eu un changement à partir du début du siècle, un changement avec l'arrivée de la révolution industrielle qui a changé la nature du patrimoine en France, qui est surtout maintenant des logements
et des instruments financiers comme les actions, les parts d'entreprise. Alors, dans le monde, on observe la même chose, mais bon, puisque la plus grande partie du monde était très pauvre et sous-développée, dans les années 1910, on était seulement à 500, alors qu'on était à 700, 800 pour les pays riches. Dans le monde, ça représente à 500, mais on a toujours cette courbe en U, et on voit l'effondrement pendant les deux guerres, les chocs des deux guerres et la crise économique de 29. Et puis après la guerre, on remonte progressivement jusqu'à des niveaux comparables à 1910. Et les économistes prévoient même que ça va monter beaucoup plus haut pour le monde et on va arriver à des niveaux de capital très supérieurs, autour de 6 fois, 7 fois le revenu national. Alors, le capital, c'est du capital privé et du capital public. Et vous voyez ici en France, le capital public est en bas et tourne autour de zéro, parce qu'il faut aussi compter les dettes. Et le capital privé, avant la guerre de 14, bien le capital privé c'était 7 fois le revenu national, et puis ça s'est effondré pendant les deux guerres, la crise de 29. Et ça remonte maintenant, comme on l'a vu, jusqu'à 6 fois le revenu national. Et cette remontée, là, c'est un peu partout dans le monde. On la trouve en Australie, on la trouve au Japon, on la trouve, vous voyez cette courbe. Et pareil, le capital public, ça tourne autour de zéro et même parfois négatif à cause des dettes. Donc, c'est pas uniquement en France, c'est pour tous les pays riches. Je vais peut-être agrandir cette... Alors, voilà, bon, on a vu ça. Alors ça, c'est un tableau intéressant. C'est l'inégalité de la propriété du capital. Comment ce capital se répartit dans la population? Alors, on va peut-être suivre la colonne du milieu qui correspond à l'Europe des années 1910. Et vous voyez que, prenez la colonne du milieu, c'est en France. Les 10% des plus riches ont 60% du capital en 1910. Et vous descendez ensuite, on peut décomposer les 10% en le pourcent, le pourcent le plus haut qui possède 25% du capital et les 9% restants, 35% du capital. Ça, c'est aujourd'hui. Et vous le comparez avec la dernière colonne où en 1910, juste avant la guerre, la Première Guerre mondiale, et à ce niveau-là, les 10% des plus riches possédaient 90% du capital. Donc, c'est énorme. Et avec le 1% en possédait 50% et les 9% suivants en possédaient 40%. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est, on continue sur la colonne du milieu avec les 35% des 40% du milieu. On a pris les 10% les plus riches, maintenant on va prendre les 40% du milieu. Aujourd'hui, ils possèdent 35% du capital, du patrimoine, alors qu'ils en possédaient que 5% en 1910. Donc là, on a vu un changement de structure de la distribution du capital. On a vu l'arrivée, depuis la fin des guerres, l'arrivée d'une classe moyenne du capital qui maintenant possède 35% du patrimoine, alors qu'en 1910, il n'en possédait que 5%. Donc, c'est le gros changement des dernières années, des dernières décennies. Et si vous regardez l'avant-dernière ligne horizontale, vous regardez que les 50% les plus pauvres, bien en 2010 possèdent 5% du patrimoine, et et la même chose en 1910. Donc au début du siècle, et aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement pour les 50% de la population les plus pauvres. C'est celle qui doit travailler. Et voilà, c'est l'état du capital aujourd'hui, alors très inégalement réparti. Dans 10%, les 10%, mais surtout le pourcent
dans les années 1910, où on se souvient du style de vie extravagant, de penser à Titanic, des films comme ça, ou Downton Abbey, je sais pas si vous connaissez cette série. Voilà, donc c'est ça, c'est les sources. Alors peut-être pour terminer, la part des patrimoines hérités dans le patrimoine total en France. Alors vous regardez avant la Première Guerre mondiale, 1910, 1914, 90% du patrimoine était du patrimoine hérité. Les 10% suivants, c'était du patrimoine par le travail. En économisant, on arrivait à s'acquérir un peu de patrimoine, mais ça représente seulement 10% du patrimoine total en 1910. Et puis, il y a eu le choc des deux guerres et la crise économique de 29, ça s'est effondré, et là, on pensait que l'économie allait, les injustices d'inégalité de richesse allaient se résorber. Eh bien non, à partir de 1970, regardez, la courbe remonte, c'est une courbe en U, et on est en 2010, et puis on remonte vers des niveaux, et on prévoit pour le siècle, pour la fin du siècle, des remontées toujours de la part de l'héritage dans le patrimoine à des niveaux équivalents à la belle époque, avant la Première Guerre mondiale. Donc ça nous donne voilà, on va arrêter là. Je crois que ça nous donne une bonne image de la répartition du capital, du patrimoine dans la population, la proportion de l'héritage dans ce patrimoine. En fait, nous devenons une société basée sur le patrimoine, une société patrimoniale, comme avant la guerre de 1914, nous dirigeons vers les mêmes niveaux d'inégalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de richesse époustouflantes dans certaines familles, comparé à la moyenne planétaire donc de l'individu. On arrive à des inégalités époustouflantes. J'en donne la parole à Marilyn. Elle a des choses aussi à nous présenter. Moi, je vais laisser la parole à Evelyne, qui est partie dans la rue pour voir ce que les personnes pensaient de l'héritage. Evelyne ? Dans la rue, j'ai pu aller comme à mon accoutumée au-devant de personnes. Elles ont répondu toutes favorablement à ce sondage. Des retours de questionnements, des interrogations donc, et des réflexions très intéressantes. Mais plutôt que de vous en parler, je vous propose de voir Marianne et François en témoigner. Puis on se retrouve juste après pour une première question, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, la notion d'héritage mérite une refonte? Et si oui ou non, pourquoi? Alors je dirais que oui, ça mériterait une refonte puisque les biens matériels, financiers sont très mal répartis. Enfin les riches, comme on dit d'habitude, l'argent revient toujours vers les riches et les pauvres restent toujours tirés vers le bas. Et par contre, je trouve que ça devrait se faire au mérite. C'est vrai qu'un enfant qui hérite d'un parent et qui n'a strictement rien investi en temps, en travail pour obtenir ce gain, c'est pas tout à fait juste. En contrepartie, c'est pas tout à fait juste non plus qu'un parent qui s'est investi toute sa vie pour accumuler un patrimoine, des richesses, des biens immobiliers et autres, que tout son travail soit entièrement réparti vers des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Ça demande réflexion et ça demande vraiment que ce soit vraiment bien structuré et que ça demande vraiment un gros travail de réflexion, mais j'aimerais beaucoup un équilibre dans la répartition des richesses, ce serait vraiment agréable.
est-ce que vous pensez qu'à notre époque, la notion d'héritage mérite une refonte? Oui ou non, puis donc pourquoi? Alors, héritage, il y a plusieurs sens à donner. Est-ce que c'est un héritage culturel ou un héritage patrimonial? Donc, merci de préciser votre pensée. Bon, on va parler peut-être patrimonial. Donc, l'héritage patrimonial, c'est ce que gagne des parents tout au long de leur vie et ce qui va être transmis à leurs enfants. Aujourd'hui, il existe déjà un système de répartition à travers les droits de succession qui permet d'alimenter le budget de l'État. Et donc, c'est une forme de redistribution qui existe aujourd'hui. Elle a été amendée ces dernières années pour augmenter les abattements et donc pour faire que les parties basses des patrimoines sont moins taxées que les parties hautes. Donc moi je pense que le système aujourd'hui est juste et doit être poursuivi puisque c'est, comme je l'ai dit déjà auparavant, il y a déjà une forme de redistribution. Et vous parlez culturel, qu'est-ce que vous pensez justement? Je veux dire, on vit dans une société et chacun a un héritage culturel qu'il reçoit de ses parents ou de sa vie. Voilà. Et là, je veux dire, par définition, la culture ne se contrôle pas. Lorsqu'une découverte scientifique, sociale, économique ou autre est faite dans notre système actuel, elle devient très souvent un bien précieux que l'on ne souhaite partager qu'avec profit avec les autres pays. Alors, à ton avis, que penses-tu de ce comportement? C'est un comportement strictement égoïste et individualiste, évidemment. Je pense vraiment très sincèrement que tout ce qui peut être développé pour le bien-être de chacun devrait être mis à disposition de chacun et qu'il n'y ait pas de profit particulier à part celui du bien-être et de la santé. Donc voilà. Lorsqu'une découverte scientifique, sociale ou économique, etc. est faite dans nos systèmes actuels, elle devient très souvent un bien précieux que l'on ne souhaite partager qu'avec profit avec les autres pays. Que pensez-vous de ce comportement? Déjà, je comprends pas bien la question. Toutes les découvertes scientifiques qui sont faites sont protégées par des brevets et ces brevets ont une réglementation qui profite à celui qui découvre pendant un certain nombre d'années. Et au-delà de ce nombre d'années, ça devient quelque chose d'accessible à l'ensemble de la communauté. Alors, est-ce qu'il faut réduire cette période pas? Est-ce que s'il y a eu un financement public, est-ce que ce brevet doit être du domaine public en totalité? Je pense qu'il y a peut-être matière à réfléchir sur le sujet. Instiller la peur dans les populations fait qu'il se développe des des néo-mysticismes où la peur fait que tout d'un coup on va vénérer un nouveau dieu qui est la terre, Gaïa ou la nature, qui n'est pas un dieu, c'est des événements naturels, et on façonne cet environnement par notre civilisation. Elle l'influence, c'est sûr qu'elle l'influence. On est en train d'empoisonner l'océan Pacifique, ça va changer les choses, c'est certain. C'est certain, mais c'est pas un dieu qui est fâché. Si l'océan Pacifique, il n'y a plus un poisson qui est mangeable, puis les océans communiquent, ça va être d'autres après, il s'en fout l'océan, la Terre, elle s'en fout, elle n'a pas de conscience, mais nous, par contre, on ne pourra plus manger de poisson, ce qui est un peu embêtant quand même. Mais donc, ça m'amuse toujours de voir, on crée ce qu'on respire et ce qu'on boit, mais on continue de le boire et de le respirer. Alors c'est dommage pour nous, quoi. Mais ce n'est pas une punition divine ou une punition d'entité surnaturelle qui nous entoure. Alors c'est ce que je reproche à ces tendances, c'est encore une fois, basé sur la peur se développe un néo-mysticisme. Il y en a toujours eu et c'est des gens qui, au lieu de se servir de leur conscience, font des croyances sur la peur. Le message que j'amène moi, c'est un message d'espoir. C'est un message qui dit l'humanité est capable de créer un âge d'or, de pouvoir faire de cette planète un paradis,
Et le paradisme y aide, donc nous sommes extrêmement optimistes, tout le contraire des groupes, des groupes ou religions nouvelles basées sur la peur, au contraire basées sur l'espoir. Dire, en faisant une révolution mondiale, faisant un gouvernement mondial, on a déjà créé, je crois, un site aussi là-dessus, gouvernement virtuel par Internet, où tous les gens, qui, raéliens ou pas, c'est pas important, qu'ils soient raéliens, bouddhistes, athées, tout ce qu'ils veulent, mais tout d'un coup s'unissent pour dire, ok, ça suffit les politiciens, ça suffit les pouvoirs, ça suffit l'argent, ça suffit la pollution, on est capable de faire autre chose. Et ça, c'est plein d'espoir, mais ça ne vend pas. Et un journal qui raconte que des bonnes nouvelles et qui parle du futur en vert, ben si dans le même marchand de journaux, il y en a un autre qui annonce la fin du monde pour 2012, tout le monde va acheter la fin du monde pour 2012, c'est dommage. Mais c'est là qu'il faut éduquer les populations, je pense, à se responsabiliser et à pas baser leur réflexion et leur idéologie sur la peur. Ça, c'est un énorme travail. Et tous les médias font le travail opposé. Que ce soit les films, que ce soit les livres, enfin tout, bien sûr, ça va. Alors, le monde dans lequel on est vibre sur la peur et les Elohim nous donnent des clés pour éviter, c'est un de leurs héritages, et ils nous donnent des clés pour transformer un petit peu notre mental et notre façon de faire. Alors, Kamanda, quelle procédure préconisent les Elohim au niveau de l'individu, au niveau de la société pour améliorer l'état de bien-être de l'humanité au niveau de l'argent, l'héritage, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ok, merci Marilyn. Mais avant de répondre à ta question, il faut dire que l'ensemble du patrimoine aujourd'hui que possède notre humanité, hein, c'est le résultat aussi de toutes les sociétés qui nous ont précédés, les sociétés de fourrageurs, les sociétés euh, culturelles, scientifiques. Toutes les sociétés ont participé au patrimoine mondial aujourd'hui que l'humanité possède. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, 1% de la population, comme Jarel l'a expliqué tout à l'heure, puisse posséder à elle seule 50% de l'ensemble du patrimoine? Il y a forcément un problème. Et je pense que c'est la partie de l'héritage n'est pas le problème en soi, mais c'est plutôt dans la façon dont elle est organisée dans notre société qui conduit véritablement à des inégalités entre le monde, les pays de l'OCDE, les pays du tiers-monde. Donc, on a une grande, Jarel l'a présenté tout à l'heure dans ses cours que nous venons de voir, une grande inégalité entre le patrimoine détenu par une certaine élite et le patrimoine détenu par les personnes les plus pauvres. Donc, les Elohim, on a la chance d'avoir les Elohim, on a la chance d'avoir le maîtrier avec nous. Qu'est-ce qu'ils nous préconisent? Dans le message les Elohim qui ont observé notre humanité depuis le début, qui ont vu un peu l'évolution de tout ce patrimoine aujourd'hui acquis, nous donnent des solutions. Et la première solution que les Elohim nous donnent, c'est que l'héritage doit être complètement aboli. Ça, c'est une première recommandation des Elohim. Mais il faut comprendre que ça n'empêche pas le mérite de chacun d'être récompensé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme peut faire fortune pour lui selon son mérite, mais pas pour ses enfants. À chacun son mérite, comme c'est expliqué dans le message raélien. Donc, chaque individu devra être récompensé pour son mérite et sa réussite personnelle, sans que cela ne soit transmis à ses enfants. Donc, cette proposition aussi concerne également toutes les entreprises commerciales et industrielles, ainsi que les terres agricoles. Donc, les biens devraient être exploités, possédés par la communauté, mais loués pour une période limitée de 49 ans. Donc, ceux qui ont travaillé dur pour acquérir ces biens peuvent toujours continuer à les utiliser à leur propre bénéfice, tout en permettant à la communauté de les récupérer pour une utilisation future. Donc, comme au risque de me répéter, les Elohim qui ont vu le parcours de notre humanité aujourd'hui préconisent un abolissement total de la notion d'héritage. Et je pense que ça pourrait poser plusieurs questions et controverses au sein de la population. Et on a vu tout à l'heure dans l'interview que tu as accordée à certaines personnes qui ont dit oui, effectivement, ils voient d'un mauvais œil qu'aujourd'hui, le fruit de labeur d'une famille ne soit pas mis à la disposition de leur progéniture directement et que ça soit transmis à des personnes tierces qui ne connaissent pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs
progrès scientifiques qui ont été mis à la disposition de façon gratuite à la communauté. Donc, si chacun regarde de sa fenêtre de façon individuelle pour dire, bon, moi, j'ai travaillé dur pendant 40 ans, il faudrait que tout ce que j'ai eu tout ce que j'ai acquis comme bien matériel puisse uniquement profiter à ma progéniture sans prendre en compte la société en général. On est parti encore pour 1% qui va peut-être s'accaparer à la fin 90% de l'ensemble du patrimoine. Donc, à un moment donné, on est obligé de dire, attention, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change notre manière de voir. Et c'est en cela que le message réélien, le message, l'héritage sociétal que les Olympiques nous transmettent avec ces réformes, cette refonte, si on peut dire, de la notion d'héritage mériterait véritablement que peut-être un comité plus large soit mis en place pour étudier cette question-là, parce qu'il y va de la suivi même de notre humanité, parce que qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence? On ne saurait le dire, puisque déjà les conséquences que nous voyons avec le système d'héritage mis en place aujourd'hui, un approvisionnement total de l'ensemble de la société. Et c'est pas fait pour arranger de façon individuelle et collective notre communauté. Donc voilà ce que je peux dire pour cette première partie. Mais que devient la maison familiale? Est-ce qu'elle retourne à la Ouais. société ou... Voilà, donc ce que les Olympiques préconisent, le seul héritage qui, qui sera transmis à ces ayants droit, ce sera uniquement la maison familiale. La maison familiale est transmise aux enfants, mais l'ensemble des autres biens est transmis directement à la société qui va organiser ces biens-là. Donc, il y va aussi de la crédibilité de cette société-là, parce qu'aujourd'hui, si les gens ont ces doutes-là, effectivement, je travaille, je laisse uniquement la maison familiale à ma progéniture, mais est-ce qu'il y a cette confiance-là dans cette société-là à pouvoir gérer de façon équitable ces biens qui seront légués après ma mort à cette société-là. Donc voilà autant de réflexions qu'on pourrait plus tard développer sur ces notions. Et toi, Jarel, avec ton regard de responsable paradiste international, quel bienfait, donc il a commencé à aborder la question, Kamanda, mais quel bienfait en général ça va apporter pour l'humanité? Quel changement est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va tout changer ou comment ça va se passer? Bien, ça va être quand on va changer nos modes de production. Et quand on change nos modes de production, on va changer énormément la société. Et parce qu'on change nos modes de production, il faudra abandonner la notion d'héritage et aussi la notion de propriété. Alors, c'est fou de penser ça, parce que l'héritage, on a bâti notre civilisation sur l'héritage. À partir du Moyen-Âge, c'était très important, l'héritage. Il fallait hériter de la propriété, pas la diviser, et puis ça permettait de faire vivre toute une famille. Et c'est comme ça que ça a été le fondement des sociétés de nos ancêtres. Mais avec l'arrivée de la révolution industrielle, ça apporte, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu la diversité. On a fait la révolution pour pouvoir avoir un monde plus égalitaire. Et on a supprimé les privilèges des corporations qui existaient. Maintenant, on peut choisir son métier. On n'est pas obligé de faire partie d'une corporation. Et c'était la fin des privilèges, mais on n'a pas supprimé l'héritage. Donc, on a gardé un système de classe. L'héritage a apporté cette division de la société, a divisé la société en classes entre les possédants et les démunis, et ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, et ceux qui possèdent des bons métiers et ceux qui possèdent des moins bons métiers. Donc, la révolution industrielle n'a pas résolu le problème la révolution française n'a pas résolu le problème de l'équité. L'égalité en droit, oui, mais pas l'équité. On n'a pas bâti une société basée sur le mérite parce que l'héritage a donné à une classe de possédants tous les privilèges, tous les pouvoirs financiers. Mais le problème va devenir encore pire parce que avec l'arrivée des robots
et de l'intelligence artificielle, on va complètement changer de système économique, puisqu'il va falloir diviser la production de la distribution. Parce que avant, on distribuait en fonction de ceux qui produisaient. Il fallait participer à la production pour pouvoir recevoir. Mais maintenant, avec le changement qui va arriver, où les gens vont perdre leur travail, et on aura les moyens de production vont s'équiper de robots, et ça va poser un gros problème, parce que de quoi vont vivre les chômeurs? Donc il faudra forcément repenser toute la société, et les Elohim nous donnent comme guidance, eh bien une des premières choses qu'il faudra faire, c'est supprimer l'héritage et supprimer la propriété. Quand ils ont supprimé la propriété, ben oui, on supprime aussi l'héritage, mais on va commencer par l'héritage. La propriété, mais aussi, est très important, la propriété intellectuelle. On va partager toutes les idées. C'est pas parce qu'on a eu l'idée en premier qu'il faut se l'accaparer. Imaginez du temps de nos ancêtres, le premier qui invente la roue. Imaginez, bon, c'est mon idée, je vais faire de l'argent avec, et puis tous ceux qui vont utiliser la roue, je vais m'enrichir je vais enregistrer cette idée, et puis je vais faire fortune en vendant des roues. Mais c'est complètement stupide. On dirait, mais c'est aussi une roue. Tout le monde, c'est une idée que tout le monde peut partager. Ça serait complètement injuste qu'une seule personne puisse profiter de cette idée. Et puis, ça doit devenir universel, quoi. Voilà, et ça devient universel. Les idées doivent devenir universelles tout de suite. C'est la fin de la propriété privée, donc de la propriété intellectuelle. Voilà. Et donc c'est la recommandation des Elohim, et ça va tout changer dans la société. Mais là, on va passer quand même devant, je dirais, des barrages assez forts, parce que, comme tu le dis, les traditions sont là. Et faire tomber des traditions, c'est pas évident. J'ai toujours appris, moi, dans mon parcours de communication avec les gens, c'est que les gens commencent à comprendre, à s'arrêter un instant, de réfléchir à partir du moment où ils sentent qu'il y a des bénéfices et des bienfaits à tirer. S'il n'y a pas de bénéfices, de bienfaits à tirer d'une proposition, les gens ne veulent pas vous entendre. Qu'est-ce que ça va apporter comme bienfait, donc, pour l'individu et la société, un tel chamboulement? Mais il faut bien se rendre compte que c'est naturellement, on est né dans une société d'abondance. Au début, on était dans un paradis terrestre où tout était abondant. Et quand tout est abondant, tout est gratuit. Et si tout est gratuit, eh ben, il n'y a plus besoin de posséder. Parce que tu possèdes parce que c'est rare. Tu veux te l'accaparer parce que on est en train de se disputer, de faire la compétition pour essayer d'en avoir un peu, parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Mais à partir du moment où il y en a pour tout le monde, ça sert à rien d'avoir de s'accaparer. Je pense à la voiture, qui est quand même une possession importante. Si on a des voitures qui s'auto-conduisent, là, qui autonomes, et puis qui sont disponibles dès qu'on a un besoin, eh bien, pourquoi posséder une voiture? On pourra toujours posséder une voiture, mais ça sera pas utile, ça sera encombrant d'avoir la voiture. Il faut la parquer, il faut s'en occuper. Pourquoi pas utiliser le dernier modèle tout de suite qui va t'arriver quand on a besoin? Donc, ça sera pour tout, pour jouer au tennis. Pourquoi posséder une raquette de tennis? Parce que tu vas au club de tennis et puis là, tu prends des raquettes qui sont gratuites. Tu vas pas les emmener chez toi, les stocker dans l'armoire. Tu vas prendre ta raquette quand tu en as besoin. C'est parce que tout va devenir gratuit. Et c'est ça la société. Donc, on a plus besoin de posséder. Et donc, si on n'a plus besoin de posséder, il y a plus aussi besoin d'héritage. Si tout est gratuit, c'est ça qui est beau, c'est que ça va se faire tout seul et que ça va se faire naturellement. Tu verras quand il y aura des voitures autonomes qui sont gratuites, tu vas pas vouloir regarder ta voiture, ça va t'encombrer, tu verras. Tu vas te déposséder. Et plus tu te dépossèdes des choses, plus tu te libères. Parce que ça prend du temps de s'occuper de sa voiture, il faut d'accumuler, ça va te libérer. Et une phrase que je trouve magnifique, c'est
C'est quand tu ne possèdes rien, quand tout le monde possède rien, tout le monde possède tout. Parce que tout le monde possède rien. Donc tout le monde possède tout. Tu peux utiliser tout, tu peux aller partout. Il n'y a pas de clôture. Tout est à toi. L'univers est à toi et à tout le monde. Donc voilà, ça sera un changement naturel parce que c'est comme ça qu'on devrait vivre. C'est comme ça qu'on a commencé à vivre. Il faut retourner à ce paradis terrestre dans lequel on est né. Alors, il y a des personnes qui vont œuvrer, d'autres qui vont rien faire, etc. Mais comment on va faire pour récompenser celles qui œuvrent et celles qui profitent? C'est pas négatif de profiter, on est là pour penser, créer, etc. Mais il y a peut-être des choses à amener pour celles qui amènent des choses, justement, pour les reconnaître. Comment, Kamanda, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, ce que nous préconisons, c'est l'abolissement de la propriété, de la notion d'héritage. Il faut que ça soit bien clair, c'est la notion d'héritage telle que c'est pratiqué actuellement que nous préconisons son abolissement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la société que nous proposons à travers le paradis, le mérite sera toujours récompensé. Mais le mérite est récompensé de façon individuelle, à chacun son mérite. C'est la notion de transmission de tout ce que j'ai accompli durant ma vie qui ne va pas être transmis, tout ce bien ne va pas être transmis à ma progéniture, à part la maison familiale. Donc, on ne remet pas en cause que dans cette nouvelle société-là, bien sûr, en entendant que tous les moyens de production soient totalement automatisés et robotisés, comme Jarel l'a dit. Là, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de posséder quelque chose. Tout est géré de façon automatique par les machines. Donc, la notion de possession n'aura plus sa raison d'être. Mais en attendant l'automatisation de l'ensemble des biens de production et de consommation, les individus pourront faire du profit pour leur compte. Donc, ce n'est pas du communisme où tout est géré par la société, mais chacun peut faire des profits pour son compte. Mais au moment de sa mort, l'ensemble des biens accumulés reviennent à la société, à part la maison familiale qui revient à ses héritiers. Ce que je voulais souligner avec l'argument que Gérard m'a donné, c'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs découvertes scientifiques. Il a parlé de la route tout à l'heure, mais il y a aussi la pénicilline qui a été inventée par Alexander Fleming en 1928, qui a révolutionné les infections bactériennes. Et ça, c'était offert à la communauté. Donc, imaginez un brevet ou un élément qui s'était mis en vente. Imaginez l'impact, le nombre de morts de personnes, surtout en Afrique, qui sinon ne concernaient pas ça. La vaccinologie, c'était tous des découvertes qui ont été mises gratuitement au bien de la communauté. Donc, le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, on n'a pas à s'inquiéter, ça va se faire de façon naturelle. Ça va se faire de façon naturelle. Les gens, petit à petit, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la majeure partie de la population devient de plus en plus pauvre. Donc, il y a quel héritage qu'ils auront à laisser à leurs enfants? Il n'y a pratiquement rien. Moi, pour vous citer une anecdote, j'ai reçu 10 euros de mon père à son décès comme héritage. 10 euros, c'est ce que j'ai reçu comme héritage. Donc, vous pensez que je serais contre le fait que... Non, parce que la majeure partie de la population est vraiment de notre côté. Hein. Ceux qui peuvent peut-être résister, c'est ceux qui vont s'entendre peut-être à avoir comme héritage des milliards d'euros sur leur compte. Mais plus de la moitié de la population aujourd'hui est de notre côté. Ben, il faut savoir que la refonte dont nous parlons aujourd'hui, on ne parle pas de léguer peut-être 500 000 euros à sa progéniture. Non, la plupart des personnes n'ont même pas ça sur leur compte. Donc, on doit savoir qu'on a la majeure partie de la population de notre côté. Et quand la population va devenir de plus en plus pauvre, parce que le patrimoine tel que c'est fait aujourd'hui sera accaparé par les élites et avec le système d'héritage, vont transmettre ça à leur progéniture, et la grande partie de la population est écartée de ce patrimoine mondial, on a deux choix. Soit on aura des tensions de plus en plus grandes, comme ça a commencé maintenant, des tensions, parce que les gens auront faim, les gens n'auront pas de quoi avoir pour vivre, donc il y aura de plus en plus de révolutions. Là, on va aller vers des actions peut-être un peu plus violentes. Et ça, faut qu'on évite ça. Donc, c'est pour ça que cette refonte-là
peut se faire de façon démocratique. Et si ça se fait de façon démocratique, je pense que c'est mon opinion, je pense que la majeure partie de la population, en expliquant c'est bien fondé là, parce qu'il faut qu'on comprenne. Il ne s'agit pas de léguer 10 000 euros, c'est pas de ça qu'on parle. De toute façon, c'est très peu dans l'échelle du patrimoine mondial, mais on parle véritablement de cette captation des grosses pratiquement, fortunes, quoi. Ouais. Voilà, des grosses fortunes qui se sont accaparées toutes ces moyens de production-là. Et avec l'automatisation, la robotique qui arrive, on aura de moins en moins besoin de personnes pour travailler. Et je pense que c'est une étape importante dans l'organisation de cette nouvelle société-là, la réforme des héritages. Parce que si on ne maîtrise pas cette réforme des héritages-là, ces personnes qui ont accaparé toutes ces richesses-là vont continuer à transmettre ça de génération en génération, puisqu'ils ont déjà pratiquement l'ensemble du patrimoine mondial. Donc, il faut à un moment donné, je ne sais pas comment, on n'a pas encore la solution, comment ça va se passer, mais à un moment donné, il faut véritablement cette refonte totale de ce système de transmission héréditaire. Merci. Et il faut un changement d'état d'esprit à des personnes qui sont ultra riches. Et dernièrement, il y a une jeune femme qui a hérité de son père, qui était très, 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 très riche. Mais c'est en Europe, je ne sais pas, je ne sais plus où, plusieurs dizaines de millions. Elle a dit, mais c'est pas moi qui les ai gagnés, je vais les redonner à des ONG. Ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Donc, un changement d'état d'esprit. On va regarder une dernière vidéo de Raël qui nous invite à réfléchir sur la manière de sortir des conditionnements hérités de la société lorsque celle-ci génère les peurs et le bien-être et le mal-être. Remember, one of the most important teachings of the message happiness is a decision. It's a choice. Who choose? Which part of you? The supraconsciousness. The intelligence look everywhere and want to buy the negative newspaper. It's used to it. It makes you think more. So it's not the supraconsciousness. Supraconsciousness shows happiness. But, Maitreya, wonderful, I agree. I choose to be happy. Meditation when I wake up, everything is beautiful. Then you turn on the TV. Don't do that. Let the shit be eaten by the shit lover. To choose happiness, it is to choose positive things all day long. Not even 5 minutes at lunch break to watch negative news. You can make an experience. You can also find it on internet. Watch the news 10 years ago. And today. Same shit. Make people afraid of China, of Russia, Korea, Venezuela, Iran. Same. Go camping for 1 week. No TV, no radio, no internet, and watch the news when you come back. You didn't miss anything. It's still the same shit.
And if you check with the internet, it's easy. 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, same shit. They call it news. There's nothing new. Il n'y a rien de nouveau, effectivement, dans ce que l'on nous amène comme information, dans ce que l'héritage, je dirais, sociétal actuel qui est malheureusement promu par la presse, par les médias, par tout cela. Eh bien, c'est vrai que on ne nous montre pas toutes les belles choses qui sont produites par l'humanité, à part, comme le dit Raël dans ses propos, c'est généralement à 23 heures le soir où on nous annonce les belles nouvelles, et tout le long de la journée, on nous amène, comment il dit, la merde. On nous nourrit avec cela, et effectivement, l'héritage de l'humanité, si ça ne se constitue que de ces mauvaises nouvelles tout au long de la journée, l'esprit de l'humain, il en prend un sérieux coup dans les carreaux. Merci, merci Jarel, merci Commanda pour cette première partie sur l'héritage. Comment pourriez-vous conclure en fait cette première partie en quelques mots? Et nous passerons plus tard pour le deuxième épisode, mais ce premier épisode, comment vous pourriez le conclure en quelques mots sur l'héritage? Ok. Moi, je vais conclure par un proverbe africain qui dit un seul doigt ne peut pas attraper une proie. Ce proverbe-là pour dire que les réalisations d'une personne ne sont pas simplement le résultat de ses propres efforts, mais ont été influencées par les actions et les contributions de ceux qui l'ont précédé. Donc, l'ensemble, comme j'ai dit dans mon argumentation tout à l'heure, l'idée de l'héritage ne doit pas être considérée comme un privilège réservé simplement à une seule élite, mais elle doit être vue comme un patrimoine commun à préserver et à partager équitablement. Et il y a un autre proverbe africain qui dit, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Donc, je pense qu'il est de l'intérêt de notre communauté de très vite comprendre cet héritage de cette civilisation de plus de 25 000 ans sur la nôtre, de bien comprendre les bien fondés des recommandations qu'ils nous donnent et de très vite trouver les moyens de les mettre en application. C'est ce que je voulais dire comme conclusion. Merci, c'est super. Jarel, oui, toi. Moi, je dirais que la suppression de l'héritage, c'est une des choses les plus importantes à mettre en œuvre, parce que ça va supprimer le système de classe. Ça va on va vivre dans une société beaucoup plus équitable. Et on ne pourra pas vivre en paix si on n'a pas de paix sociale ou de justice sociale. Et c'est l'héritage qui est en fait la source des injustices, des plus grandes injustices dans la société. Donc, si on veut arriver au paradisme, à une société juste et équitable, il faudra passer par la suppression de l'héritage. Merci Jarel, merci Kamanda. Alors, à la fin de chaque épisode, nous héritons d'une méditation pour la paix. Est-ce que Jarel, tu veux animer cette petite méditation pour la paix? Oh, très bien, bien sûr. Bien, il suffit de fermer les yeux, et on peut se fermer les yeux puis rentrer à l'intérieur de soi et faire la paix à l'intérieur de soi. On prend une respiration très calme et très profonde et on se relaxe, on se détend, les muscles des épaules retombent, les épaules tombent et on se détend. Toutes les tensions disparaissent et on fait la paix à l'intérieur de soi. Dans le silence, peut-être en prenant conscience
sa respiration, en ayant une respiration plus profonde et calme. Quand on a cette paix à l'intérieur de soi, eh bien, on l'imagine autour de soi, comme si cette paix allait se répandre tout autour du monde pour pacifier ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la colère, et penser à tous ceux qui vivent sur cette planète et qui ont besoin de paix. Pensez que vous êtes une source de paix, une paix qui va se répandre tout autour du monde et influencer tous les êtres vivants. Sentez-vous connecté à toute cette planète dont vous faites partie. Et ressentez la paix intérieure et la paix extérieure que vous propagez tout autour de vous. Voilà, vous pouvez garder cette paix en ouvrant les yeux. Et puis, voilà, ça peut être très simple de tout de suite se mettre en paix. Merci Jarel. Merci à vous deux, Jarel et Kamanda, pour ce premier épisode sur l'héritage. Et donc maintenant, le deuxième épisode qui sera diffusé le 18 mars, il aura pour thème le partage. Pour en savoir plus sur la philosophie raélienne et sur les activités raéliennes, conférence à Bordeaux, samedi 25 mars à 17 h. Et bien sûr, retrouvez toutes les informations sur rael.org. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer.